Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir quatre autres actions qu'on peut faire avec des points de commandement: Forage, Ravage, Tax et Sail. Espérant que ça donne un petit break à votre cerveau là, suite aux dernières vidéos. Là. C'est quatre actions relativement simples, c'est pour ça qu'on les regroupe. Là. Et là, il devrait commencer à y avoir des petites lumières qui s'allument dans votre tête, là, parce qu'on a vu beaucoup de déplacements, là, mais là, à chaque fois, on dépense de la bouffe, on dépense de la bouffe. Là, on va commencer à avoir des cas, entre autres, où on gagne de la bouffe, puis bon. Fait qu'on va commencer par forage, là, qui est l'équivalent là, de fouiller sur le terrain, fouiller où ce qu'on est pour trouver de la bouffe, là, que ce soit des récoltes, menacer des paysans de nous en donner, chasser dans la forêt, que sais-je. Donc, faire l'action de forage, ça coûte un point de commandement. Vous pouvez faire ça en été spécifiquement, là, quand il fait beau puis tout va bien. Là. Vous pouvez faire ça littéralement n'importe où. Par contre, l'endroit ne peut pas avoir été ravagé, que ce soit par vous ou par votre adversaire. L'endroit ne doit pas avoir là, un marqueur de. Ils appellent ça un ravaged marker. Là. Fait que par exemple, ici, bon, fait que peu importe qui est ici, là, même si c'est l'été, là, une fois que l'endroit a été ravagé, puis comme je disais dans une autre vidéo, là, c'est quasiment permanent, là, ce marqueur-là. Il y a bien peu de choses qui permettent d'en enlever. Là, sur le time frame du jeu, 2 3 ans, là, si tout a été brûlé, là, ça va prendre du temps avant que ça repousse. Là. Fait que même l'été, si on est là, on peut pas décider là, de forager, il n'y a à peu près plus rien à manger. Fait qu'on peut forager n'importe où en été, sauf à un endroit qui a été ravagé, mais ça se complique beaucoup l'hiver et même à la Rasputitsa. Fait que finalement, 1, 3, 4, 5, 6, 12 tours sur 16, 12 tours sur 16 dans la campagne, ça va être beaucoup plus difficile de ramasser de la bouffe. Vous pouvez forager uniquement dans une place forte amie. Et encore là, qui n'a pas été ravagée. Donc même une place forte amie qui a été ravagée, oubliez ça. Fait que si Kaibolovo ici a été ravagé par le teuton, ben, même si Vladislav est ici et qu'il fait une action de forage, là, qu'on soit l'été, qu'on soit l'hiver, qu'on soit en Rasputitsa, il n'est pas capable. Si Vladislav est ici, ce n'est pas ravagé, il peut forager, mais uniquement l'été. Si Vladislav est ici, puis que ça n'a pas été ravagé, bien évidemment, il peut forager en été, puis il peut même forager en hiver ou dans la Rasputitsa parce que c'est une place forte amie. Place forte amie, donc si jamais, j'avais vu ça, là, si jamais Vladislav est ici, ben ça marche. Ce n'est pas ravagé, c'est une place forte amie, il peut forager à cet endroit-là. Fait que le jeu est d'une certaine façon cruel parce qu'on commence la campagne en été. Alors c'est très facile, on dirait, tu sais, l'été, on dirait le jeu nous éduque à la dure, tu sais, nous enseigne à la dure ces concepts. Tu sais, on est l'été, on a 6 cartes de commandement, euh, on peut forager n'importe où, la vie est belle. Puis en plus, au début de la campagne, il n'y a à peu près nulle part que c'est ravagé. Tu sais, on va faire ça au cours de la game, là, mais au début, tous les endroits sont vierges, les récoltes poussent bien, tout est beau. Là. Puis là, on va aller, bang, on tombe en hiver, là, puis là, on réalise, ah, que c'est tough d'avoir de la bouffe. Fait que thématiquement, en hiver, puis dans la saison de la Rasputitsa, là, probablement que vous êtes limité aux places fortes amies, là, parce que c'est là que le grain était comme engrangé, là, puis les récoltes étaient conservées. Là. Mais évidemment, là, il y a plus rien là, de disponible à aller cueillir ou à aller déraciner. Là. Fait que tout ça pour dire que si vous êtes capable de forager, une action vous permet de forager et forager vous donne une provision. On aurait pu commencer par ça, là. Fait que. Puis oui, c'est possible de répéter la même action. Fait que Herman, par exemple, l'été, qui serait ici, ou bon, mettons, là, qui est ici, là, ce n'est pas ravagé, même si c'est en territoire russe. En été, on peut forager n'importe où ça n'a pas été ravagé. Alors Herman pourrait flober ses 3 points de commande pour forager 3 fois. Ça lui donnerait 3 de provision.
En échange d'un peu de tempo, en échange d'un peu de, tu sais, là, d'action, là, tu sais, puis c'est sûr, pendant ce temps-là, Herman reste sur place, là, il n'a pas accompli rien de grandiose, là, mais en espérant que ça le prépare là, pour ses futures actions puis ses futurs déplacements. Maintenant, parlons-en de ravager. Alors, ravager, on peut faire ça uniquement en territoire ennemi. Alors, même si on est frustré, on ne peut pas ravager chez nous. C'est-à-dire que si je reviens avec mon exemple un peu farfelu, même si les Russes ont conquis Adsel, ce n'est pas une raison pour que les Teutons puissent soudainement ravager la place. OK? Dites-vous que les seigneurs ont toujours espoir de reconquérir les endroits, là, puis ne veulent pas nécessairement foutre le feu sur leur terrain, là. Donc, on ne peut ravager qu'en territoire ennemi. Une localité ne peut être ravagée qu'une seule fois, là, fait qu'on ne va pas s'acharner sur cette localité-là, là, puis accumuler les marqueurs de Ravage là, qui valent un demi-point de victoire, là, parce que je rappelle que c'est quand même payant. Fait qu'on ne peut ravager qu'en territoire ennemi des endroits qui ne sont pas conquis. Fait qu'encore là, pensez-y, là, moi je vous recommande de ne pas le faire, là, mais si vous avez l'intention, par exemple, de prendre Isborsk, vous pourriez décider de ravager Isborsk avant d'en faire l'assaut, là. Mais si oui, c'est un peu vous autres qui allez être pognés avec le problème, là, parce que là, Isborsk devient un endroit friendly. Vous auriez potentiellement pu forager, rendu à l'hiver, puis rendu à la Rasputitsa, mais là, parce que vous avez vous-même pas eu de classe, puis que vous avez ravagé la place, mais vous n'êtes plus en mesure de le faire. Fait que moi, souvent, les places fortes ennemies, là, je leur fais attention pour pas trop les briser. J'en fais l'assaut, là, puis après ça, si c'est pas ravagé autour, ça devient une belle base d'opération intéressante. Il n'y a rien qui vous empêche, avant de la conquérir, de la ravager. Mais pensez-y, parce qu'une fois que c'est fait, une fois qu'elle est conquise, vous ne pouvez plus la ravager, là. Évidemment, les choses peuvent changer. Le Russe peut vous kicker dehors d'Isborsk, en reprendre le contrôle, puis là, en vengeance, vous pourriez aller ravager la place plus tard. Mais une fois qu'elle est conquise, dans cette situation-là, là, Hermann ne pourrait pas ravager Isborsk. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un demi-point de victoire, c'est quand même pas négligeable, là. Quand vous arrivez là, à un moment donné, là, c'est milieu de campagne, trois quarts de campagne, là, il y a des marqueurs de Ravaged partout, là, d'un côté comme de l'autre, là, parce que bon, c'est très facile à faire. Parce qu'on n'a pas besoin de se battre, là, on s'attaque au terrain qui est sans défense, là. Fait que c'est quand même très facile à faire, là. Fait que souvent, on va envoyer un seigneur quasiment en éclaireur en territoire ennemi, là, puis on va ravager, ravager, ravager. Puis, tu sais, plus on ravage le pays adverse, ben, plus on le place dans une situation difficile quand vient le temps de forager, là. Imaginez là, qu'il y a des marqueurs de Ravage d'à peu près partout, là, ben là, même si on est l'été, là, Chris, le Russe va avoir de la misère le Russe va avoir de la misère un peu à se nourrir, là, parce que là, s'il est sur ces cases-là, il est pas autorisé à forager, là. Fait que ça donne un demi de point de victoire, puis je l'ai dit dans une vidéo qui, ma foi, me semble très lointain. Mais si vous ravagez une région, vous recevez une provision. Fait qu'on brûle, mais on n'est pas fou avant de brûler. On ramasse ce qui est bon, là, puis qu'est-ce qui se met facilement dans les glacières puis dans les sacs à dos. Fait que, donc, si vous ravagez de région, vous recevez une provision. Si vous ravagez n'importe quel autre type de localité, que ce soit une town, un fort, une city, un castle, un bishopric ou Novgorod, ou même une trade route, là, qui est tough à faire, mais on y reviendra, euh, vous ramassez une provision et un loot. Alors, encore là, avant de brûler, là, vous rassemblez les troupeaux de vaches, là, puis vous dites, voilà, ça c'est à moi. Fait que mine de rien, si Herman est ici, par exemple, puis il décide de ravager Gdof, qui est une town, donc un village, ben, il va se ramasser, où est-il? Il va se ramasser une deuxième provision, puis il va se ramasser, oups, il va se ramasser une deuxième provision, puis il va se ramasser un de loot. Fait que c'est intéressant là, quand même, c'est très tentant. Là, des villages, c'est un no-brainer parce qu'anyway, vous n'avez rien à foutre dans la grande majorité des cas. Les places fortes, posez-vous la question, ai-je l'intention de la conquérir? Parce que si oui, le marqueur de ravage va quasiment plus être votre problème que le problème de l'adversaire. Mais une town, c'est intéressant. On ramasse un marqueur de loot. Maintenant, on est très lent avec un marqueur de loot. Mais si vous réussissez à traîner votre bétail jusqu'à une place amie,
vous allez pouvoir payer votre seigneur pour augmenter sa durée de service avec le loot. Alors ça, c'est une des stratégies, je dirais, de milieu de game, aller ravager, mais essayez de pas manger, retenez-vous de pas manger pas manger du steak, retenez-vous de pas manger votre bétail, puis essayez de le ramener dans une localité qui est friendly pour être capable de payer votre seigneur. Fait que si Herman est ici, descend par la rivière ici, vient ravager ça, ramasse un marqueur de loot comme j'ai ici, ben idéalement, ça, ce n'est pas une localité amie, parce qu'il faut que ce soit en territoire ennemi, il faut que ce soit une place forte conquise. Mais là, le défi, là, mon objectif, c'est de faire revenir Herman ici, en supposant que ça a été conquis par le Teuton, ce qui est souvent le cas. Les forts sont quand même plus faciles à conquérir. Et là, mon but, là, c'est une fois rendu là, quand arrive le feed, pay, disband, je paye Herman avec le loot et j'augmente la durée de son service. Puis pourquoi je dis que c'est tough de ravager une trade route? C'est à un moment donné, je me disais, est-ce même possible? Rappelez-vous, je vous ai dit, dès que vous arrivez dans une trade route, c'est conquis. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, on ne peut pas raider une place qu'on a conquise. Alors, c'est pas possible là, de ravager Luga. Là, vous l'avez conquise pour le meilleur et pour le pire. Alors, on ne peut pas la ravager. Là. Mais bon, on va voir quand on va faire la revue des cartes, il y a des façons de ravager à distance. Alors, j'ai trouvé que c'est comme ça qu'on peut ravager une trade route, là, mais c'est quand même c'est pas évident. Donc, ravager, c'est une action. Fait qu'encore là, bon, là, c'est sûr, vous ne pouvez pas ravager 3 fois à la même place, mais par exemple, si Herman commence ici avec ses 3 commandes, ben, il pourrait faire une action, je ravage, une action, je march, une deuxième action, je ravage. Fait que ça peut aller vite, des seigneurs bien organisés, là, ça se déplace, puis ça fait des actions, puis il n'y a pas de problème là. Troisième action, taxer. Alors, pour taxer, vous devez commencer votre activation à un de vos sites. Le seigneur doit commencer son activation dans un de ses sites. L'action de taxer va flober toutes les commandes de sa carte. Alors, on ne peut rien faire avant, on ne peut rien faire après. 100% de l'activation du seigneur va être consacré à taxer. Et tout ce que ça fait, mais c'est quand même pas pire, là. Mais je veux dire, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un coin, des, des- des pièces d'or ou des pièces d'argent sur le plateau du Seigneur. Alors, il est chez eux, il y a une certaine autorité, il décide de mettre le point sur la table, puis ça va faire, j'exige que tout le monde me paye tant d'affaires, fait que ça y prend du temps, ça y prend tous ses points de commandement, toute la carte va y passer, mais au final, il gagne un coin. Que vous pourriez, tout de suite à la fin de la carte, encore là, feed, pay, disband, vous pourriez décider de l'utiliser pour payer Herman. En passant, les 3 premières actions que j'ai dit, forage, ravage et taxe, en soi, ne vont pas marquer un seigneur comme étant moved fought. Alors même si oui, ça nous fait faire un peu d'exercice de ravager surtout, sacrer le feu partout, puis de forager. On n'a pas bougé, on ne s'est pas battu, d'où le nom du marqueur moved fought. Fait que pas besoin de manger si on fait juste ça. Par contre, dans l'exemple que j'ai fait tantôt, là, ravage, deuxième commande bouge d'une case, troisième commande ravage. Là, à ce moment-là, vu que j'ai bougé d'une case, aurait fallu qu'Herman se nourrisse. Quatrième et dernière action de ce vidéo-là, et non la moindre, c'est l'action de Sail. Alors, c'est là que les seaports vont prendre tout leur sens. Alors, il y a certains seigneurs pour qui c'est plus classique que d'autres, là. Fait que pour sailer, ça va prendre des vaisseaux, donc des ships. Sailer aussi, ça va demander toutes les commandes de votre carte. Alors, vous pouvez rien faire avant, vous pouvez rien faire après. Là, 100% de votre activation doit être dédié à sailer. Fait que pour être capable de faire un sail, il faut commencer à un seaport. Étant donné qu'on ne peut pas rien faire avant, on ne peut pas se déplacer un seaport puis après ça sailer sur la même carte. Il faudra d'abord se déplacer au seaport, puis là, s'il faut, attendre une prochaine carte avant d'être capable de sailer. Mais dans certains cas, comme au début de la game, Knud et Abel commencent ici à Reval, c'est un seaport.
que c'est legit de dire dès le début, Knud et Abel va essayer peut-être de saler, puis de s'en aller quelque part. Parce que vous aurez deviné que quand on fait un sail, oui, ça brûle toute notre carte, là, mais on se téléporte littéralement à n'importe quel autre seaport. Alors, les seaports, là, 1, 2, 3. N'oubliez pas qu'il y a des petits villages aussi. 4, 5, 6, 7. Et manquez-le pas, 8. Fait qu'Andreas von Felben, là, qui apparaît ici, là, souvent, là, à Riga, là, il commence avec 2 transports. C'est écrit Any. Ça pourrait être 2 ships, 2 vaisseaux. Puis il pourrait aller à la limite, là, bon, toute chose étant toute chose étant relative, on va voir les petites restrictions, là, mais il pourrait potentiellement bouger de Riga jusqu'à Neva. Alors, c'est grand, la mer Baltique, là, mais le jeu compte pas les spaces dans le cas d'un sail. Là, on se téléporte d'un seaport à l'autre. Évidemment, on ne peut faire ça qu'en été ou en Rasputitsa. Donc, l'hiver, ce n'est pas permis, là, puis ça vous est rappelé ici, là, comme quoi, là, bon, l'été, vous pouvez utiliser les chips et à l'automne, vous pouvez utiliser les chips aussi. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, atterrir là, ou débarquer à un endroit où se trouve un lord ennemi qui n'est pas assiégé. Si par exemple Vladislav est ici, puis j'étais avec Knud et Abel, là, ben Vladislav est chez eux, il n'est pas assiégé par un autre seigneur teuton, là. Je ne peux pas là, oublier ça, là, c'est pas la Normandie, là. Fait que vous ne pouvez pas faire un débarquement là, ici là, avec là, Knud et Abel et ses troupes là, pour venir se battre contre Vladislav. Mais c'est la seule restriction. Si Vladislav est pas là, je peux quand même sailer puis arriver dans une place forte ennemie puis je vais la mettre en siège. C'est vraiment la présence d'un lord ennemi, d'un seigneur ennemi qui n'est pas assiégé, qui vous limite. On peut sailer en groupe, même principe, on va tout mettre en commun. Là, je vais parler des restrictions, là, c'est quand même pas rien. Là, mais on peut potentiellement sailer en groupe. Et même notre ami William de Modène a amené ses flotteurs et son tuba et peut lui aussi sailer. OK, fait que si jamais, en tout cas, Andreas von Felben est ici, puis il est avec le légat du pape, il peut partir avec lui, viens-t'en, puis l'amener ici. Là. Bon, maintenant les limitations, puis c'est pas de la petite bière, comme on dit. Alors, pour être capable de sailer, là, ça vous prend un bateau. Donc, en fait, pas vrai, il faut que j'utilise le bon terme. Un ship ou un vaisseau par provision. Je répète, un ship ou un vaisseau par provision. Je vais dire ship là, pour le reste de l'explication. Là. Fait un ship par provision. 2 ships pour transporter un loot. C'est quand même encore là, embarquer des vaches d'un bateau, là. En tout cas, c'est pesant et ça prend de la place, là. Fait que si jamais vous tenez absolument là, à amener un loot, là, ben, vous devez amener là, 2 ships par loot. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Là, vous allez voir que vous allez rapidement manquer de ships parce que c'est pas fini. Dans le cas des Teutons, il y a une petite asymétrie par rapport à ça, apparemment à cause de la configuration des bateaux et de la grosseur des bateaux. Dans le cas des Teutons, ça leur prend aussi un ship par unité de cavalerie. Alors, les unités de cavalerie sont les triangles, comme ça, là. Fait que chevalier et sergent. Il y a aussi, là, ça aussi, c'est de la cavalerie légère, là. Ils appellent ça des light horse, là. Donc, les Teutons ont besoin de fournir encore là un ship par unité de cavalerie. Et dans le cas des Russes, attachez votre tuque, c'est 2 ships par unité de cavalerie. Fait que, tu sais, là, un Russe qui veut amener 2 unités de cavalerie puis 2 loots, là, déjà là, il a besoin de 8 ships. C'est complètement ridicule. Là. Il se rendra jamais là. Là c'est vraiment. Puis là, ben, un peu comme pour l'histoire là, de marché encombré ou non, là, vous avez le droit de dropper des provisions si ça vous permet de faire un sale. Fait que vous avez le droit de dropper des provisions, vous avez le droit de dropper du loot si le fait de faire ça vous permet de faire un sale. Par contre, ce que vous ne pourrez jamais dropper, ça, les seigneurs sont totalement opposés à ça, là, vous ne pouvez jamais dropper des unités. D'aucune façon dans ce jeu-là, intentionnellement. Fait que vous pourriez pas dire ah tu sais ouais Knud et Abel a un cheval de trop fait que je vais m'en débarrasser. Non, oubliez ça. Ça c'est pas possible.
Alors, si vous n'avez pas assez de chips pour transporter vos unités, comme on dit, tough luck. Attendez une prochaine phase de levée où vous allez aller chercher des chips de plus. Attendez que ces cavaleries-là meurent en combat, bref. Mais ça, vous ne pouvez pas. Par contre, si c'est les provisions ou le loot qui vous limitent, ça, vous pouvez dropper ça. Puis j'ai vu des questions sur BGG quand même assez intéressantes, là, puis honnêtement, je pense que personne n'avait pensé à ça dans le playtesting, là, fait que j'étais un peu curieux de la réponse, là. Euh, mais bon, imaginez que Knud et Abel est ici, puis imaginez que, bon, il a perdu ses deux unités de cavalerie-là, puis genre, il n'y a pas de provisions, là, puis il n'y a pas de chips. Alors, il pourrait sceller. Il pourrait faire un sale. Tu sais, dans le fond, a-t-il suffisamment de chips pour transporter ses affaires? La réponse est oui. Présentement, il n'y a rien sur son plateau qui nécessite un ship. Il n'y a pas de cavalerie, il n'y a pas de provisions, il n'y a pas de loot. Alors, avec zéro ship, il y en a suffisamment pour s'en aller là. Tu sais, c'est un cas un peu débile, là, c'est extrêmement théorique, ça arrivera probablement jamais. Puis effectivement, qu'en arrivant là, ben, la première chose là, que Knud et Abel va faire, c'est d'avoir faim, puis de devoir être nourri. Puisque oui, le sale vous marque avec le fameux là, truc Move the Fought, et vous devez vous nourrir une fois à destination. Puis je rappelle que ça brûle toutes les commandes de la carte, fait que vous ne pouvez pas forager avant, après, vous ne pouvez pas ravager avant, après. Tout ce que vous faites avec votre carte, c'est vous déplacer. Fait qu'idéalement, ça prend la bouffe tout de suite. Et dans un cas un petit peu plus réaliste, on va voir, il y a une carte qui aide beaucoup pour ça, là, une autre bonne carte qui aide beaucoup pour ça. Là. Mais dans un cas un petit peu plus réaliste, là, si Knud et Abel avaient 4. On va y redonner de quoi de semblable à ce qu'il y avait. Là. Si Knud et Abel avaient ça, là, ben, il est correct pour sceller. Il y a 4 chips, 2 provisions, 2 unités de cavalerie. Alors 2, 3, 4, il y a 4 chips, il est correct. Il peut tout amener avec lui. Pas besoin de dropper de provisions, il est correct. En passant des unités à pied comme des hommes d'armes ou de la milice, il n'y a pas de limite. Là, je pense que thématiquement, c'est que ces gens-là nagent, ou en tout cas, là, travaillent un peu plus, là, fournissent un peu plus de main-d'œuvre sur les bateaux, donc eux autres ne nécessitent pas de bateaux nécessairement. Là. Je dis bateaux, mais c'est des ships ou des vaisseaux. Là. Alors voilà, petite affaire, j'ai oublié de mentionner aussi, là, quand on a la fameuse carte en jeu, après je l'ai mis là pour y penser, là, rappelez-vous Ordensburgen, comment c'est intéressant comme carte, ça fait plusieurs fois qu'on y voit des utilités, cette fameuse carte qui transforme là, en fait, qui fait en sorte que ces endroits-là qui possèdent ce petit dessin-là là, deviennent des sites pour tous les lords teutons, là. Ben, ça fait en sorte que si par exemple Herman est ici, ben, il peut taxer ici. Parce que même s'il n'y a pas son écusson à côté, là, Adsel, présentement, est considéré comme un siège pour tous les seigneurs teutons. Alors, à la limite, tous les seigneurs teutons peuvent taxer ici. Alors, ça ouvre la porte, là, plus de possibilités, plus d'endroits possibles où on peut taxer, là. Puis on va voir même dans une prochaine vidéo là, que ça peut servir à autre chose, là. Mais bref, voilà une autre carte qui fait la preuve quand même de sa flexibilité. Fait que voilà, la prochaine vidéo, on va voir le supply. Puis on va voir, parce que oui, vous devez gérer l'épicerie, mais il y a aussi une notion de supply, quoique c'est vraiment différent que dans les autres wargames. Là. C'est pas justement de déterminer si vous êtes en supply, mais c'est de vous ravitailler. C'est une façon plus efficace de ramasser de la bouffe là, que de commencer à forager à gauche puis à droite. Donc on va voir l'action de siège et l'action de supply dans la prochaine vidéo. Puis ensuite, on va être enfin prêt à passer aux batailles. Quand est-ce qu'on se tape dessus, coudon Chris, dans ce jeu-là? Alors, voilà, manquez pas ça, restez à l'écoute. À plus.